40 ans sans savoir ce qui est arrivé à son enfant. Difficile d'imaginer une peine plus grande que celle qu'ont vécue plusieurs familles inoues d'une communauté de la Basse-Côte-Nord. Enquête les a accompagnés à la recherche d'explications et à percer le mystère. Pakwashipi, 1972. Une petite communauté de 80 Autochtones habite au bord de la rivière Saint-Augustin, en Basse-Côte-Nord. Les Inuits viennent tout juste d'entrer dans leur première maison. Encore hier, ils vivaient sous la tente et étaient nomades. Ils n'avaient pas demandé ça. Ils étaient mal dans leur maison, eux autres. Ils n'aimaient pas ça, être dans ces maisons-là. Cette année-là, plusieurs enfants tombent malades. Il toussait beaucoup. Il faisait de la fièvre. On n'était plus sous la tente. Il y avait des maisons à ce moment-là. Un à un, les enfants sont évacués par la voie des airs, car il n'y a pas de route, vers l'hôpital de Blanc-Sablon, à 200 km, seuls, sans leurs parents. Chaque fois qu'un de mes enfants a été hospitalisé, on m'interdisait de l'accompagner. En quelques mois, 8 enfants vont ainsi partir. 8 pour une si petite communauté, autant dire une saignée. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Est-ce qu'ils sont décédés à cause d'une maladie ou... Ces enfants, on ne les reverra jamais. Vos petites filles, là, est-ce que vous les avez vues mortes? Non, je les ai pas vues. Est-ce qu'on vous l'a montré mort, votre fils? L'avez-vous vu? Mort. Pakwashipi, 2015, 40 ans plus tard. La communauté a grossi. Des maisons plus récentes ont remplacé les premières. Mais les parents ne savent toujours pas ce qui est arrivé à leurs enfants. Un traumatisme vécu en silence, une blessure collective. C'est ici donc que commencent nos recherches pour percer le mystère. Christine Lalo avait déjà 5 enfants lorsqu'elle a quitté la tente pour sa première maison. La même année, 3 de ses enfants deviennent malades. Chantal, Micheline et Patrick se sont envolés vers l'hôpital de Blanc-Sablon. Christine et son mari ne les ont jamais revus. Au fond de moi-même, j'ai pensé qu'ils avaient été assassinés à Blanc-Sablon, comme des meurtres. C'est une infirmière du village de l'autre côté de la rivière qui a relayé un message aux parents incrédules. Les enfants seraient morts. C'est possible que les infirmières aient menti dans leur déclaration. Personne n'a été témoin. C'est possible qu'on ait menti à Christine quand on lui a dit que Pat était malade et qu'il est décédé le lendemain. Autre maisonnée, même drame. Marie-Louise Marc a perdu son fils de 4 mois, Robert. Je comprends pas pourquoi on m'a pas averti pour aller le voir. Même la direction de la santé régionale de la Côte-Nord d'aujourd'hui a peine à expliquer ce qui est arrivé aux enfants. C'est sûr que quand on regarde ça après coup, vous m'en parlez, vous nous en avez parlé, ça nous préoccupait aussi. Tellement à ce point qu'on a fait appel au coroner. Parce que pour nous, il y avait beaucoup de questions sans réponse. Alors pour nous, le mécanisme, c'est d'appeler le coroner pour voir si, effectivement, soit à ce moment-là, il y avait eu quelque chose. La disparition de 8 enfants, l'année où les familles aménagent dans des maisons, est intrigante. Avant, ces Inuits étaient nomades. Ils vivaient dans des tentes, hiver comme été. Même s'ils ont des maisons, ils n'ont pas de service et doivent quémander des soins au village de pêcheurs de l'autre côté de la rivière. Charles Marc assure le transport, car il est le seul à avoir un bateau à moteur. On les amenait à la clinique de l'autre côté. Ça prenait un temps fou pour les envoyer à l'hôpital. On devait attendre très longtemps. Les Blancs passaient avant nous. À l'époque, ils sont considérés comme des hors-la-loi. Quelques années auparavant, on avait tenté de les sédentariser en déplaçant toute la communauté à la nouvelle réserve de la Romaine, 300 km plus à l'ouest. Le missionnaire oblat, Alexis Jovenot, qui emmenait large chez les Inuits depuis 20 ans, voulait regrouper les Autochtones de la Basse-Côte dans une seule réserve,
ce qui faisait l'affaire d'Ottawa. C'est toujours avec la même intention, la même stratégie. C'est un peu avec l'idée de contrôler, de regrouper pour mieux contrôler. Des aînés du village de pêcheurs de Saint-Augustin se rappellent le départ forcé des familles. Ils ont été transportés par bateau, dans la cale, où on met normalement la marchandise. Avec toutes leurs affaires? Oui. Like what? Ils n'avaient pas grand-chose, à peine quelques tentes. Nous avons retrouvé le capitaine du bateau qui les a déplacés à la Romaine. La première nuit, on s'est arrêté à mi-chemin, à Harrington Harbor. Les Indiens ont pris leurs tentes et sont allés coucher sur la rive. Ils ne voulaient pas rester dans le bateau. Les Inuits considèrent qu'ils ont subi rien de moins qu'une déportation. Déménagement n'est pas assez fort. Relocalisation n'est pas assez fort. Déportation. Déportation qui vraiment met en valeur le caractère forcé. Donc, la stratégie qui a été utilisée par les autorités dans un bateau, à fond de cale. Bon, ça revient beaucoup dans les témoignages des Inuits. Dans un bateau, à fond de cale, c'est quelque chose au niveau de la mémoire collective. On dit que les vieux disaient que la Terre va être mécontente si on s'en va. Il y a un rapport avec la Terre qui est fondamental. C'est pour ça qu'ils s'en apportaient de la Terre à la Romaine, pour pas briser, pour pas qu'il y ait rupture. Un groupe est revenu à Pakwashipi par ses propres moyens. Le printemps suivant, ils sont retournés directement en canotant par la rivière. Ils sont revenus chez eux. Andrew Poker, que l'on voit sur ces images, a fait le voyage à pied et en canot. Un périple d'1 mois avec femme et enfants. On est parti 4 familles, à pied. Le père Jovenot a refusé de nous aider et je n'ai pu acheter qu'un seul sac de farine pour faire le voyage. Ce sont les Blancs qui nous ont donné à manger en chemin. Ce retour sur leurs terres ancestrales a soulevé la colère du père Jovenot. Il envoie un télégramme aux autorités pour couper l'aide sociale aux Inuits. 4 familles indiennes entêtées ont quitté la Romaine le 2 avril pour s'établir de nouveau à Saint-Augustin. Ces gens ne sont pas appuyés par les autorités, n'ont droit à aucun secours fédéral, car ils ont abandonné d'eux-mêmes leurs privilèges après de nombreux avertissements. Stop. D'autres familles les ont rejoints par la suite. Et pendant des années, les Inuits de Pakwashipi sont laissés à eux-mêmes, sans soins de santé. L'anthropologue Rémi Savard a passé une partie de l'hiver 70 avec eux sous la tente. Puis un jour, il y a un gars d'Ottawa qui est allé se promener là, puis en arrivant au tournant d'une rivière, il voit des tentes. Il y a encore des Indiens pas pacifiés. Qu'est-ce que c'est ça? Il a téléphoné à Ottawa, puis là, ils ont dit qu'il faut les mettre en réserve ou quelque chose de même. Le fédéral décide alors de leur construire des maisons à Pakwashipi. Mais en y entrant, les enfants tombent malades, l'un après l'autre. Une punition de leur dieu, croit Andrew Poker. Les esprits n'étaient pas contents qu'on ait délaissé nos territoires, qu'on suive les décisions du père Oblat. On nous a punis pour ça. La conception même de la construction des maisons a changé un certain nombre de choses. Rémi Savard a été témoin du changement de mode de vie qu'amenaient les maisons, la sédentarisation, le grand dérangement. Ils ont vécu beaucoup de choses comme ça. Et la perte de contrôle aussi des choses. C'est plus eux qui comptaient, c'était des gens de l'extérieur qui géraient les choses. C'était Monseigneur un tel à une place, et puis c'était le gouvernement, la police, le fédéral, etc., provincial. Les enfants disparus font partie de ce bouleversement. Leur souvenir est resté enfoui. 40 ans plus tard, le mystère subsiste. Personne n'a reçu de certificat de décès, ni aucun rapport médical.
Personne n'a vu les enfants morts. Les parents ont des doutes. Tout le monde peut accuser quand il ne voit pas. Moi, je ne sais pas lire. Quand t'es pas témoin, que t'as pas de preuves, c'est normal de douter. Louisa Marc a perdu sa sœur, Odette. Il y a 3 ans, pour mettre fin à la peine de sa mère, elle brise le silence. Elle cherche la trace de sa sœur à l'hôpital de Blanc-Sablon. J'ai demandé ce qu'il y avait sur Odette. Je voulais tout savoir. Mais on m'a dit qu'elle n'était pas sur la liste des personnes décédées. Les vieux comme moi, on pense que les enfants ont été adoptés. Regarde le cas d'Alice. On nous a dit qu'elle était malade alors qu'elle a été donnée en adoption. On l'a retrouvée à Québec. Je retrouve Anne Panassoc. Anne, qu'est-il arrivé à ce 9e enfant? Ça semble être un cas d'adoption en catimini, mais cela reste à documenter. Mais vous comprendrez que ça a alimenté quand même l'espoir des autres parents que leurs enfants aient été adoptés, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient vivants. On regarde la suite de votre enquête. Restez avec nous parce qu'après la pause, les parents vont découvrir la vérité. Il est impossible que 8 enfants soient passés par l'hôpital de Blanc-Sablon sans laisser de traces. À la demande des parents, nous avons fait des démarches officielles auprès de l'hôpital. Aujourd'hui, les rapports médicaux des enfants, ou ce qui en reste, vont nous être remis. Louisa croit que sa sœur est toujours vivante, qu'elle a été adoptée. Je suis allée 2 fois à Terre-Neuve. Chaque fois, je me suis sentie bizarre, comme si elle était vivante, et elle vivait là. Les premières réponses arrivent après 40 ans. C'est l'enveloppe qu'on attendait. Oui, c'est ça. Vous, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais que c'est ce qui reste de l'épuration des dossiers, là, parce que les dossiers, normalement, ça datait, je pense, d'une 40aine d'années. Donc, selon le calendrier de conservation, il y a eu une épuration, mais c'est ce qui reste des dossiers là, des usagers. Oui. Odette avait 12 mois, elle avait 1 an quand elle est décédée. En tout cas, l'autopsie a été faite le 8 novembre 1972. Donc, cause du décès, acute virus bronchopneumonia, donc une bronchopneumonie d'origine virale aiguë. Dure révélation pour Louisa. Les 3 frères et sœurs de Marie-Marc aussi sont décédés de bronchiolite ou de bronchopneumonie. Même chose pour Kathleen, une des filles d'Agnès Pauqueux. Pour son autre fille, Monique, surprise. Asphyxie pulmonaire par obstruction des voies respiratoires supérieures. Ça veut dire que l'enfant est rentré pour une bronchopneumonie et est décédée parce qu'elle s'est étouffée avec les aliments. C'est ça, elle se demande pourquoi ils l'ont donné à manger alors que l'enfant, il y avait juste 3 mois. Pourtant, on ne donne pas des aliments à 3 mois. Oui, bonne question. Difficile pour une mère d'apprendre que son bébé est décédé, seul, étouffé. La Basse-Côte-Nord, c'est comme un hôpital de guerre. Hein? On va y aller avec les choses essentielles. Madeleine Saint-Gelais est infirmière itinérante. Elle connaît les soins de santé qui étaient prodigués en Basse-Côte-Nord. On retrace l'histoire. Dépendamment de la population, de la petite pouponnière, bien, il se peut qu'il y avait peut-être l'utilisation, comme on dit, hein, de la petite serviette pour que le biberon, le petit bébé puisse prendre son biberon. Et ça, bien, pendant qu'on essayait d'en changer un autre, pendant qu'on essayait. Mais on avait quand même les outils d'un service de soins de primaire, là. Autre temps, autre mœurs. Docteur Camille Marcoux signe les papiers. C'est le médecin de la place qui fait tout. Un véritable icône ici. Aujourd'hui, il est décédé.
Avez-vous connu Dr Camille Marcoux? Oui, je l'ai connu. Vous aviez confiance en lui? Avant, je lui faisais confiance. Mais plus maintenant. J'ai jamais pu parler de ma tristesse, d'avoir perdu mes 2 filles. D'apprendre aujourd'hui ce qui est arrivé à Monique me rend encore plus triste. Même émotion chez les parents à qui nous avons apporté les nouvelles. Ça, c'est un certificat de décès. Les 8 enfants qui sont partis pour ne pas revenir sont bel et bien décédés. Autrefois, on nous traitait comme des animaux. On a même refusé de nous donner l'aide sociale. La communauté a été abandonnée, sans aide. La mort de ces enfants a été causée en grande partie par cette négligence. Nous, on l'a regardé de façon plus générale, puis je l'ai regardé avec des gens aussi de l'équipe médicale pour voir, tu sais, est-ce qu'il y a comme une tendance qui est là ou un fil conducteur. Puis ce que les remarques que les gens m'ont fait là, après leur étude, c'est que, dans le fond, il s'agit d'enfants souvent dénutris qui arrivent avec une condition de santé précaire pour lesquels il y a eu des traitements de fait, mais malheureusement, les décès ont été constatés là, peu de temps après. Nous avons retracé 3 médecins qui ont été de passage à Blanc-Sablon à l'époque. Ils n'ont aucun souvenir de ces décès en rafale, mais affirment que les enfants et nous arrivaient très mal en point. Les parents ne savent pas où se trouvent les corps de leurs enfants. C'est ce que je trouve le plus difficile. Qu'on les ramène, que je puisse les voir. Je trouve ça étrange que les enfants qui sont morts là-bas n'aient pas été ramenés ici. Je trouve ça étrange aussi qu'on n'ait pas fait venir les parents. Pourquoi ils n'ont pas pris de photos? Les corps des enfants n'ont pas été retournés aux familles. Un geste inhabituel que personne n'arrive à expliquer. La coutume, c'était un enfant décède. S'il est décédé d'une maladie connue, l'infirmière prépare l'enfant, le nettoie, l'apporte et le remet à la famille. Mais de dire que là, on enterrait les enfants sans que les parents les aient revus ou reçus, je trouve ça difficile. Les autorités n'ont pas averti les parents de l'inhumation. Nous devons donc poursuivre nos recherches, cette fois dans les registres paroissiaux de Blanc-Sablon. Donc, on garde nos archives dans le coffre-fort. Au cas où il y a un feu, justement? Oui, c'est ça, à l'abri du feu. Ce registre-là, c'est le registre des lots que nous avons au cimetière. Et avec la date, soit la date du décès ou la date des funérailles, bien, là, je suis capable d'aller voir dans mon registre pour ces années-là. Donc, vous étiez intéressé par des événements qui sont arrivés en 71, 72. J'avais la date de Robert Lalo, j'avais la date du 12 juillet 72. Donc, il faut que je fouille. Et là, nous avons les informations qu'il a été inhumé dans le cimetière dans cette paroisse. Il est le fils de qui et de madame. Il est décédé à l'hôpital de Blanc-Sablon. Et la date. Enfin, les femmes vont savoir où trouver les enfants. 125? Non, c'est plus... ouais. Ils sont tous enterrés ici, au cimetière de Blanc-Sablon. Les registres ne précisent le lieu exact que pour 6 d'entre eux. Chantal. Oui. Robert Lalo. Kathleen. Kathleen est ici. Ainsi, Louisa ne sait toujours pas où est sa sœur Odette. Après avoir récité le « Je vous salue Marie », elle dépose du tabac sur le lot anonyme, un rituel pour faire le pont entre le monde des vivants et des esprits. La dernière fois que je vous ai vu, vous n'êtes plus jamais revenu. Patrick, je me souviens quand t'étais petit. Je t'avais échappé. Je craignais que tu meures. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi qui t'avais tué.
ma fille, je peux te dire adieu, maintenant que je t'ai trouvée. Moi qui n'ai pas pu te voir avant que tu meures. La dernière fois que je t'ai vue, tu me souriais et tu m'envoyais la main. Pendant de longues années, la distance, la langue, ont empêché les familles de demander des comptes aux différentes autorités qui ont décidé pour elles sans les avertir. Et aussi longtemps, le sentiment de culpabilité d'avoir quitté leur terre et de s'être ainsi attiré la colère des esprits les a muselés. Ce long silence a entretenu des doutes qui marquent encore la communauté.